Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire d'énergie partagée. On reprend pour la rentrée, donc le 19 septembre, autour de une thématique qui nous tient à cœur, qui est sur les modes d'implication des collectivités territoriales dans les énergies renouvelables. Donc je suis Justine Pelmeul, je travaille pour Énergie Partagée en tant qu'animatrice du réseau national Énergie Partagée, qui a donc comme mission d'accompagner et de financer des projets de production d'énergie renouvelable qui ont cette particularité d'être portés, maîtrisés par les acteurs locaux, en l'occurrence et en particulier les collectivités territoriales. Voilà, donc on est ensemble pendant 1 heure 30. Ce webinaire, c'est moi qui vais l'animer et puis présenter l'ensemble des slides. Voilà, donc on a organisé auparavant des webinaires en donnant la parole directement aux porteurs de projets. Ce sera le cas pour les prochains. Celui-ci, il est particulier puisque je vais traiter de cette question donc des modes d'implication des collectivités territoriales à partir d'une publication que nous avons réalisée l'année dernière et avec une finalisation vraiment cette année. Donc je vais me baser sur cette publication pour pouvoir introduire le sujet autour des énergies renouvelables participatives et citoyennes et aller dans le détail des différents modes d'implication des collectivités à travers des expériences concrètes. Voilà, donc on vous a demandé un peu vos attentes par rapport à ce webinaire. C'est un webinaire relativement introductif sur les enjeux pour les collectivités territoriales et puis je vais surtout illustrer mes propos par des cas pratiques. On aura des temps par la suite autour de formations et des webinaires, d'autres webinaires qui iront beaucoup plus dans le détail si vous le souhaitez. Voilà, donc comment ça va se passer pendant cette heure et demie là? Je vais scinder mon propos en deux temps. Un premier propos autour de qu'est-ce qu'il y a dans le guide, quel est le contexte dans lequel il est important pour les collectivités territoriales de s'impliquer dans les projets de production d'énergie renouvelable. Je vous propose de faire un temps de prendre vos questions et d'y répondre. Et un deuxième temps, donc sur présentant les différents modes d'implication à partir d'exemples concrets autour de collectivités. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord, pourquoi un guide pratique? Donc c'est important pour nous d'avoir dans ce guide-là le produit d'expériences de collectivités qui se sont engagées depuis plusieurs années. Donc, on peut dire maintenant qu'il y a des projets qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Donc ça, c'est le premier élément important. Deuxième élément important qui est autour de la loi de transition énergétique, qui est rentrée en vigueur l'année dernière, en août 2016. Elle donne des moyens effectifs aux collectivités et aux citoyens de s'engager dans le développement des énergies renouvelables. Je reviendrai dessus. Un troisième élément important autour du positionnement de l'ADEME, puisque l'ADEME a réalisé l'année dernière un rapport sur les projets participatifs, donc en lien avec médiation et environnement. Et dans ce rapport, il affirme l'importance d'un rôle central des collectivités territoriales dans les projets, soit en tant qu'initiatrice, soit en tant que membre du premier cercle d'acteurs, soit en tant qu'acteur bienveillant. Donc à partir de ce positionnement-là, on voit qu'il existe un panel d'implications sur lequel on va revenir et que l'ADEME se positionne à cet effet. Et puis un quatrième point qui est très important, on est dans un paysage évolutif, c'est-à-dire qu'en 2015, l'ADEME comptait 165 projets participatifs. En moins de 2 ans, le réseau énergie partagée accompagne, depuis son existence, depuis 2010, accompagne et finance environ 200 projets. Donc, sur l'accompagnement, on finance surtout 200 projets en lien avec des réseaux régionaux qui sont présents sur la plupart du territoire, et je reviendrai sur la fonction de ces réseaux-là.
Voilà, donc des facteurs qui sont encourageants, qui nous ont motivés aussi pour structurer nos propos. Donc justement, donc on est sur un guide pratique. Suivez le guide, c'est vraiment l'objectif, en tout cas dans la manière dont il a été construit, c'est de partir des questions des collectivités territoriales et des citoyens qui veulent solliciter les collectivités et d'y répondre de manière pratico-pratique. Donc il se base sur une vingtaine d'expériences, donc tout niveau, toute échelle de collectivité. C'était aussi un moment pour pouvoir structurer les expériences de manière pratique et puis d'appréhender la diversité des sujets et la diversité des modèles de développement des projets d'énergie renouvelable portés par les acteurs locaux. On va voir qu'il n'y a pas un seul modèle, il y en a plusieurs. Par contre, il y a des outils qui sont là pour vous et que vous pouvez vraiment vous en emparer. Donc, l'objectif est de donner les outils pour adapter la démarche en fonction de vos réalités. Donc c'est un guide qui a été réalisé par le réseau Énergie Partagée. Donc c'est vraiment important de comprendre le réseau. On compte près de 100 structures membres, dont des collectivités, mais aussi des bureaux d'études, des associations d'accompagnement. Et c'est le produit vraiment d'un travail collectif. On a eu le soutien financier et l'apport de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique et solidaire, et puis un soutien de la fondation Heinrich Böll, qui est une fondation allemande qui travaille beaucoup sur la transition énergétique en Allemagne et maintenant en France. Voilà pour le cadrage autour du guide. Normalement, vous avez dû recevoir le lien, donc vous pouvez téléchargeable. Hein, vous pouvez télécharger la version intégrale sur le site d'Énergie Partagée. Pour nous, c'est important de le rendre au mieux disponible. On est en train de faire imprimer une version imprimable et donc pour certains d'entre vous, vous m'avez bien aussi mentionné le fait que vous vouliez la synthèse. Voilà, donc très rapidement, en une seule slide, Énergie Partagée, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Énergie Partagée donc, a été créée en 2010 pour répondre à des besoins bien particuliers au niveau du développement des énergies renouvelables locales. C'est la raison pour laquelle on a créé deux outils. Donc d'une part, l'association qui est là pour pouvoir promouvoir la démarche d'énergie participative et citoyenne, donc sur la mobilisation autour d'événements, de rencontres débats, voilà, et avec aussi un réseau de bénévoles. Et il y a aussi toute l'activité de formation, de conseils auprès des acteurs locaux, donc les acteurs agricoles, les collectivités territoriales, les habitants. L'objectif, c'est bien d'accompagner les porteurs de projets et de ne pas faire à la place d'eux. Voilà, donc l'association est vraiment là pour pouvoir fédérer les acteurs, les former et organiser l'échange d'expériences. Et puis on a un deuxième outil qui est l'investissement citoyen. Donc c'est un énergie partagée investissement qui va financer une partie des sociétés de projets, donc des projets de production, au capital. Donc on reviendra aussi sur l'importance quand on parle de gouvernance, de pourquoi participer à la gouvernance des projets de production d'énergie renouvelable. Et donc on a monté cet outil d'investissement qui propose aux citoyens, mais aussi à des acteurs institutionnels, d'acheter des actions énergie partagée. Et grâce à ces actions, on va pouvoir investir dans le capital des sociétés de projets. Donc actuellement, énergie partagée en quelques chiffres, je vous ai dit, hein, c'est plus de 200 projets accompagnés avec les réseaux régionaux d'énergie citoyenne. C'est 13 millions d'euros de collectés et environ 10 millions qui ont été déjà investis dans une quarantaine de projets de prise de participation. Voilà, donc l'équipe d'énergie partagée est composée de 11 personnes réparties un peu partout en France. Donc, au sommaire du guide, et je vais essayer de reprendre une partie de cette présentation, en tout cas. Donc, il était important pour nous de revenir sur le contexte et les enjeux de l'intérêt d'être acteur des projets d'énergie renouvelable sur son territoire en tant que collectivité et citoyen.
Donc ça, c'est un premier temps où moi, là, je reviendrai rapidement sur les évolutions législatives. Dans le guide, on a essayé d'être assez complet et d'avoir une lecture juridique des évolutions législatives et des implications que ça a pour les collectivités territoriales. On a un chapitre 2 qui présente les différentes manières pour les collectivités de s'engager dans un projet. Donc on peut très bien soutenir un projet sans investir, mettre de l'argent, jusqu'à être une collectivité qui est un investisseur public au sein des projets de production. Et un troisième chapitre qui est là vraiment, qui donne la parole et la plume, je dirais, aux agents territoriaux, aux élus, aux citoyens qui ont cette expérience d'avoir mené un projet local. Voilà, donc je passe tout de suite au contexte favorable. Donc pourquoi un contexte favorable? Déjà avec la loi sur la transition énergétique, donc que je vous mentionnais tout à l'heure, clairement les projets participatifs sont favorisés dans la loi de transition énergétique, à travers notamment un article qui est assez connu dans l'énergie citoyenne, qui est l'article 109, qui donne la possibilité aux collectivités territoriales de pouvoir participer et investir directement dans des sociétés par action simplifiées. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans le milieu des collectivités aussi, puisque c'est une dérogation au code des collectivités territoriales et les collectivités peuvent maintenant investir directement dans une société commerciale. Je reviendrai plus en détail sur cet article 109. Ça donne une autre possibilité pour la collectivité, en plus de créer donc une entreprise publique locale ou de participer dans une SIC. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, la loi de l'économie sociale et solidaire autorise les collectivités à investir et à prendre des participations dans une SIC à hauteur de jusqu'à 50%. Par contre, il y a des vigilances à avoir par rapport à cette nouveauté, puisque c'est une innovation et donc, comme c'est moins encadré, il faut aussi être vigilant, notamment, et le guide en fait mention par rapport à l'implication des élus et donc à sécuriser le fait de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Donc, une autre avancée dans la loi de transition énergétique, c'est l'article 111, donc qui donne la possibilité aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives de proposer une part aux habitants et aux collectivités, donc de proposer aux collectivités et aux habitants d'investir dans la société de projet sans passer par une offre publique. Donc ça, c'est très important. Donc il y a des cas très précis qui est encore une fois mentionné dans le guide. Et un autre élément très important pour vous aussi dans le montage des projets, c'est que dorénavant, les projets participatifs sont valorisés dans les appels d'offres. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des bonus participatifs. Dès lors que le projet atteste qu'il y a un ancrage local, qu'il y a une participation des collectivités et des citoyens dans le projet, dans ces cas-là, le tarif d'achat sera valorisé. Un autre élément du contexte qui est très important pour nous et dont on fait mention dans le guide, c'est que un projet porté par des acteurs locaux permet de développer et de faire en sorte que la valeur du projet, la valeur économique, reste sur le territoire. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, dès lors qu'on participe financièrement à un projet, c'est-à-dire qu'on va participer à la gouvernance. Donc, on aura la possibilité de choisir l'installateur, de choisir le type de matériaux, de choisir quels prestataires avec lesquels on veut travailler et de favoriser les compétences sur les territoires. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, dès lors que l'on va investir dans une société de projet,
on est là pour produire de la richesse grâce à la production d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que les dividendes restent sur les territoires et qui peuvent être réinvestis. Voilà, donc ce sont les deux principaux éléments qui font que un projet citoyen et participatif d'énergie renouvelable, ça participe au développement économique local et au tissu social, parce que derrière, c'est toute une dynamique qu'il faut organiser et qu'il faut pérenniser aussi. Donc le guide revient notamment sur des retombées économiques des projets participatifs et citoyens en Allemagne et aussi sur 2 projets. Là, par exemple, je vous montre un tableau comparatif entre un projet éolien citoyen et un projet éolien classique. Sur la base de 2 projets qui existent réellement, donc le projet Bégawatt, qui est donc situé dans le Morbihan, et le projet Isaac-Watt en Loire-Atlantique. Donc sur la base de ces 2 projets-là, voilà un peu les chiffres qu'on peut ressortir. Très rapidement, pour une collectivité, que ce soit un projet éolien classique, donc quand je parle de classique, en fait, c'est porté et dont l'investisseur est un investisseur extérieur, un fonds d'investissement étranger ou une entreprise nationale, voilà. Ou en tout cas, l'actionnariat est unique. Donc, que ce soit un projet éolien classique ou un projet éolien citoyen, les taxes, les impôts sur les sociétés et les loyers sont les mêmes pour la collectivité. À partir du moment où l'entreprise et l'actionnaire unique ne fait pas d'évasion fiscale, paye bien ses impôts sur le territoire. C'est important de le mentionner. Ce qui va, les ressources supplémentaires en tant que projet éolien citoyen, c'est autour, par exemple, de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la maintenance du projet et, comme je disais, le choix des prestataires soit locaux au maximum. Donc, dans ces cas-là, ça valorise l'emploi local. Il faut savoir que dans les 2 projets, donc Isaac-Watt et Bégawatt, dès le départ, ils ont prévu qu'une partie de la ressource financière produite par l'activité de production d'énergie renouvelable sera dédiée à un mi-temps qui assurera toute la mobilisation et la sensibilisation autour de la maîtrise de la demande en énergie. Donc c'est un poste supplémentaire, un emploi supplémentaire qui a été créé. On a évalué aussi à 8 millions donc la rémunération de l'épargne sous forme de dividendes pour les investisseurs locaux, hein, parce que derrière, ce sont des collectivités territoriales, mais aussi pour Bégawatt, par exemple, plus d'1 millier de personnes qui ont investi à travers des clubs d'investisseurs. Et puis, on a aussi tous les avantages d'avoir sollicité des compétences sur les territoires. Alors, par exemple, en plus des prestataires techniques, il y a sollicité une association d'accompagnement pour pouvoir mobiliser, organiser la mobilisation de l'épargne citoyenne. Voilà, ça se fait pas tout seul. Il faut aussi avoir des personnes compétentes pour pouvoir informer les personnes de quel est l'intérêt aussi de pouvoir orienter son épargne vers des projets locaux de production d'énergie renouvelable. Donc tout ça, ça a un coût, mais derrière, c'est aussi pour avoir un bénéfice. Donc on voit quand on fait cet exercice-là que la richesse reste sur les territoires, mais qu'en plus la richesse augmente d'autant plus si le projet est porté par des acteurs locaux. On voit un différentiel donc de 10 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Voilà, donc c'est un exemple où nous, les prochaines années, au sein d'énergie partagée, on va vouloir un peu systématiser aussi l'intérêt économique et social des projets de production d'énergie renouvelable qui sont portés par les acteurs locaux. Donc quel est le pas de temps pour ces chiffres? Là, on est sur 20 ans. Hein. D'accord. Donc la durée d'un projet éolien, le temps que le projet puisse rembourser ses emprunts, rémunérer ses actionnaires, voilà. Donc concrètement, énergie renouvelable, participative et citoyenne, de quoi parle-t-on?
Alors, peut-être que pour certains, il y aura une redondance, pour d'autres, peut-être pas. Donc, c'est important qu'on revienne aussi sur, voilà, je parle beaucoup d'investissement, de gouvernance. Donc, concrètement, si le guide se base, et nous, on se base aussi sur une définition qui a été proposée dans le rapport ADEME, médiation et environnement, qui est donc un projet participatif. C'est un projet pour lequel des particuliers ont pu s'investir de manière très large dans son financement, son montage et ou dans sa gouvernance. Les projets peuvent avoir été initiés par des citoyens, des développeurs professionnels et ou des collectivités. Voilà, donc par rapport à cette phrase, on voit qu'il y a une diversité de modèles. Un projet peut être porté et initié directement par des citoyens ou une collectivité, ou un projet est d'abord porté par un développeur et les collectivités et les citoyens souhaitent redonner du sens territorial à ce projet. Voilà, donc on va voir à travers des exemples concrets quelles sont les réactions, quels sont les outils qui sont à votre disposition en fonction des différents cas de figure. En fait, il y a une grande famille, on parle beaucoup de grande famille des projets participatifs. On peut déterminer les projets d'énergie citoyenne et d'énergie renouvelable participative et citoyenne en fonction de la participation à la gouvernance ou pas. Donc, on va parler de projets participatifs dès lors qu'il va avoir une participation des collectivités et des citoyens, une participation financière, mais sans rentrer dans la gouvernance. C'est le cas d'obligations de dépôt à terme. Vous avez vu, je pense, certaines plateformes de financement participatif comme Lumo ou comme Nerfip ou comme WeSeed qui proposent donc à des citoyens et des collectivités de pouvoir prendre part au projet en souscrivant des obligations ou à des dépôts à terme, mais il n'y aura pas d'implication dans la gouvernance. Et puis, on va parler plus de projets citoyens dès lors que les collectivités et les citoyens ont un poids important dans la gouvernance. Donc, ça va de on a 51%, on a la majorité des voix, ou à minima, on a la minorité de blocage, donc aux alentours de 34%. Donc là, on est sur une participation directe des habitants et des collectivités aux décisions sur toute la durée d'exploitation du projet. Donc ça va de quelle valeur et comment on structure le projet, donc quelle structuration juridique aussi on choisit, quels sont les partenaires techniques avec lesquels on souhaite travailler, jusqu'à on a des dividendes, comment on les réinvestit ou à quel niveau on rémunère nos actionnaires. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc à partir de ces deux types de participation, pour nous, évidemment, ce qui est là où il y a un enjeu très important, c'est de pouvoir financer le capital et donc de rentrer dans la gouvernance, c'est ce que je disais, hein, pour pouvoir bien maîtriser le dimensionnement de l'installation. Encore une fois, il est important de développer les énergies renouvelables, mais aussi en lien et avec le respect de son environnement. Donc, dans un projet, on va peut-être choisir de sous-dimensionner un projet photovoltaïque au sol parce qu'on sait qu'il va avoir des implications sur l'environnement. Donc, l'importance en fait d'un projet citoyen et de la participation des collectivités et des habitants sur un projet, c'est qu'il va avoir une vision globale du territoire et de l'intérêt du territoire. Ce ne sera pas qu'un intérêt économique, il sera là bien entendu, mais c'est aussi un intérêt environnemental et puis un intérêt collectif de pouvoir mobiliser une partie du territoire sur un projet donné. Ça permet aussi de maîtriser les nuisances, on le voit sur certains projets éoliens. Il y a des projets, il y a eu certaines critiques d'habitants parce que à cause d'interférences au moment du journal de 20h, bon bah voilà, maintenant on sait qui aller voir. C'est beaucoup plus difficile dès lors que l'investisseur est extérieur au territoire. Et puis on garde le contrôle sur le long terme, le contrôle de l'entrée des nouveaux actionnaires, et ça permet de capter des dividendes et donc de savoir comment on veut aussi flécher une partie de ces bénéfices sur l'animation locale, sur la maîtrise de la demande en énergie, sur d'autres projets de production d'énergie renouvelable.
Alors, une question, quel est le type de participation le plus développé dans ce genre de projet participatif? Alors vraiment, je dirais que dans un premier temps, c'est peut-être beaucoup plus facile de s'engager dans un projet participatif pour pouvoir voir comment ça s'est passé. Mais vous voyez là sur les 200 projets, pour la plupart, on est sur des projets où il va y avoir vraiment une maîtrise citoyenne. Par contre, l'ADEME, donc dans son rapport médiation et environnement là sur les projets participatifs, donc qui est évalué à 165 projets participatifs, la plupart étaient plutôt sur la participation sans gouvernance. Voilà, mais je peux pas vous donner un chiffre clair et net. Donc, très rapidement, le financement d'un projet ENR, quand on parle de participer au capital, c'est quoi? Le capital, c'est bien ce qui est lié aussi à la gouvernance. Mais dans un projet d'énergie renouvelable, alors là, ça dépend aussi des filières, mais le gros de l'investissement, c'est porté par l'emprunt bancaire. D'accord? Donc, pour solliciter l'emprunt bancaire, il faut avoir un actionnariat solide. Et donc, s'il est pluriel, il faut qu'il démontre à la banque qu'il soit solide. Donc, l'enjeu, c'est bien les 51% que vous voyez à gauche, les investisseurs citoyens. C'est là où ce qui est important, c'est ceux qui vont pouvoir avoir la majorité dans la gouvernance. Et donc, c'est la composition, je dirais, de ces 51%-là qui est aussi un enjeu. Après, on peut avoir d'autres investisseurs, des entreprises de développement qui vont participer aussi au capital, mais en minoritaire. Voilà, est-ce que vous avez des questions de compréhension, d'éclaircissement sur ce premier temps du webinaire avant de continuer avec, en rentrant dans le dur du sujet autour des implications possibles des collectivités territoriales? Je vous laisse quelques secondes si vous souhaitez poser des questions d'éclaircissement, sinon j'enchaîne directement sur le cœur du sujet. Allez, c'est parti. Donc, les implications possibles des collectivités territoriales au préalable. Dans le guide, on a souhaité en tout cas le faire passer au maximum, c'est que les collectivités territoriales ont des atouts que personne d'autre va avoir, clairement. Donc il faut aussi valoriser dans un premier temps ce que vous avez en votre possession. Ça c'est important. Que ce soit les communes, communes rurales, jusqu'au niveau régional. Souvent, en fait, on peut être, on est en contact avec notamment des communes qui sont un peu désemparées parce que voilà, il y a une entreprise de développement qui arrive et qui souhaite tout de suite avoir la maîtrise foncière, alors que les collectivités peuvent avoir du foncier et il faut le valoriser et il faut vraiment le garder. Alors que les collectivités peuvent avoir aussi des informations techniques et sur le potentiel des énergies renouvelables. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi valoriser. Donc la première chose, le préalable, c'est de pouvoir s'interroger et de s'affirmer. Donc déjà s'interroger sur les ressources qu'a la collectivité, donc faire le point sur l'existence des sites, étudier le potentiel du développement des énergies renouvelables, identifier aussi et prendre le temps d'identifier les volontés et les oppositions qu'on peut avoir au sein de son territoire. Donc s'il y a des collectifs d'opposition qui se sont mis en place ou des associations qui sont là beaucoup plus pour valoriser justement l'environnement, le développement durable et qui peuvent être aussi des alliés et avoir des compétences sur la partie animation et mobilisation des habitants. Voilà, donc c'est prendre le temps de bien comprendre aussi les atouts et les contraintes que peuvent avoir les territoires. Donc les collectivités peuvent avoir plusieurs atouts, les terrains d'implantation et les toitures.
vous êtes aussi un biais de communication très important à travers le journal communal, notamment à travers la mairie, etc. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce qu'on appelle l'ingénierie politique, c'est-à-dire que savoir aussi comment fonctionne l'administration, les réseaux politiques, les liens avec la préfecture, avec les instances de l'État. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir valoriser la bonne connaissance de son fonctionnement-là. Des ressources financières quand c'est possible, et puis des compétences en interne. On voit bien que selon les collectivités et l'échelle des collectivités, ça existe ou pas, ou ça peut être en tout cas une volonté justement dans le développement de la transition énergétique sur votre territoire de pouvoir internaliser certaines compétences. Donc, au niveau des formes d'implication pour les collectivités, on vous propose en fait de pouvoir les organiser selon ces 4 types d'implication. Donc, la collectivité est là pour faciliter un projet, donc va soutenir l'émergence d'un projet sans forcément subventionner et investir. La collectivité là donc contribue au projet, donc va participer au développement du projet. Donc là, on va investir, subventionner, et même être maître d'ouvrage. La collectivité investit directement dans la société de projet, donc est un actionnaire comme un autre, entre guillemets, dans la société de projet. Et puis la collectivité met en place une politique incitatrice de développement des énergies renouvelables. Donc là, on est vraiment à une échelle beaucoup plus macro. Voilà, donc à partir de ces 4 types d'implications, je vais les passer en revue et à partir aussi d'exemples concrets de collectivités. Donc faciliter, une collectivité peut soutenir l'émergence d'un projet. C'est aussi donc dans un premier temps mettre en relation des acteurs techniques, des acteurs associatifs. C'est le recueil et la mise à disposition de données territorialisées qui sont importants au tout début pour pouvoir faire en sorte que le porteur de projet, que ce soit des acteurs agricoles, des habitants ou même une entreprise locale, puisse faciliter le travail d'études d'opportunité et de faisabilité. C'est la possibilité de mettre à disposition du foncier communal, ou d'acquérir du foncier, ou en tout cas une partie du patrimoine communal, à travers aussi la mise à disposition de toitures. Ça se fait vraiment beaucoup. Il y a la possibilité aussi de modifier le PLU pour pouvoir favoriser l'installation de projets, notamment photovoltaïques. Et puis, c'est pas rien, c'est aussi soutenir le porteur de projet dans l'obtention des autorisations administratives. Alors tout ça, certainement, vous le savez déjà, mais c'est important de se le rappeler parce que ça peut vraiment accélérer la mise en place et la construction d'un projet qui n'est pas forcément porté par la collectivité territoriale, mais qui est porté par des acteurs locaux. Donc contributeur, la collectivité contribue, c'est-à-dire elle va soutenir l'organisation et la concertation, par exemple en mettant à disposition un animateur ou un temps en particulier d'un agent territorial. Ça peut être la mise en place de fonds de garantie, donc se porter aussi caution. Ça, on l'a vu notamment sur un projet de réseau de chaleur, d'être caution d'un projet. C'est aussi la mise en place de subventions, d'avances remboursables. On le voit bien pour pas mal de projets qui débutent. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds. Alors, ça dépend bien sûr de la filière. Par contre, il y a toujours un peu des soucis de trésorerie. L'avance remboursable est toujours la bienvenue pour des projets. Voilà. Et puis, une autre implication qui est là beaucoup plus forte, c'est la mise en place d'un partenariat avec une entreprise de développement. Donc, concrètement, je vais prendre 2 exemples. Tout d'abord, l'exemple du syndicat intercommunautaire des Monts du Lyonnais, donc qui regroupe 3 communautés de communes qui se sont regroupées initialement autour de la gestion des déchets.
Et puis ils se sont engagés autour de la démarche TEPOS, donc territoire à énergie positive, pour l'atteindre en 2050. Fort de ces deux informations et objectifs, je dirais. Ils ont été conseillés par ESPUL, donc ça a commencé en 2010, pour, dans un premier temps, étudier le potentiel du développement de la méthanisation sur leur territoire. Donc ils ont financé cette étude avec deux objectifs: analyser la rentabilité de la méthanisation sur leur territoire et susciter une dynamique d'acteurs locaux. L'objectif pour eux, c'était pas de porter le projet directement, mais de pouvoir accompagner le développement d'un premier projet, voir si c'est faisable, et puis comme une première étape dans le développement d'une politique plus globale d'incitation au projet de méthanisation. À partir du financement de cette étude-là, donc qui a avéré qu'il y avait un potentiel, le CIMOLI a continué à accompagner ce projet-là, donc de l'idée jusqu'à la constitution du groupe porteur. Donc ça s'est mis en place grâce à une réunion publique, notamment avec une centaine d'agriculteurs, qui a abouti à la constitution d'un noyau dur. La mise en place aussi, donc l'organisation de formation en partenariat avec la Chambre d'agriculture, l'organisation de voyages d'études dans d'autres pays européens pour montrer comment c'est possible, comment les acteurs ont mis en place ces projets-là. Donc concrètement, pour le CIMOLI, les moyens qui ont été mis en place, c'est une ressource humaine, donc à peu près 0,2 ETP, un appui administratif. Donc un appui administratif, c'est la recherche de subventions ou l'appui à la recherche de subventions. Un appui institutionnel et technique, donc participer à rechercher les partenaires techniques, rechercher les gisements de biodéchets, et puis un appui financier en cofinancement du dispositif LEADER. Donc vous voyez que là, il y a eu un panel de soutien du CIMOLI sans vouloir investir directement dans la société de projet. Donc depuis, le résultat, c'est que le projet qui s'appelle Métamoli a bien avancé. Donc maintenant, je dirais qu'il s'est émancipé du CIMOLI, puisqu'il y a donc 15 agriculteurs qui participent à ce projet-là, qui sont actionnaires majoritaires, aux côtés d'actionnaires minoritaires, notamment Enercop Rhône-Alpes, la Seine Soleil, Engie et Énergie Partagée Investissement. Donc voilà le résultat. Je vous enverrai aussi on a fait une vidéo sur ce projet-là qui montre plutôt le après le CIMOLI, je dirais, avec toute l'organisation aussi d'un actionnariat pluriel avec des partenaires techniques et porté aussi par des acteurs locaux, notamment des acteurs agricoles. Voilà. Un deuxième cas qui est là, qui répond à la possibilité pour les collectivités territoriales de pouvoir être maître de son développement, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai pris l'exemple de la commune de Moissac-Bellevue. À chaque fois, je vous mentionne les pages pour aller directement, voilà, les pages du guide. Donc la commune de Moissac-Bellevue avec en partenariat avec la communauté de communes Lac et Gorge du Verdon, ont une volonté clairement affichée qui est d'investir dans les énergies renouvelables pour financer les actions de transition énergétique. Et donc eux s'impliquent dans un projet de ferme photovoltaïque, donc photovoltaïque au sol. Et cette volonté-là est une réaction aussi au fait qu'ils ont été sollicités par un développeur qui souhaitait développer du photovoltaïque sur une superficie qui appartient à la commune. De là, ils se sont dit, bah, ok, c'est intéressant, ça veut dire que sur mon territoire, j'ai un potentiel, mais autant que ce soit moi qui puisse le maîtriser.
Donc, ils ont souhaité construire un partenariat avec un partenaire technique, donc une entreprise de développement, qui, eux, ont les compétences techniques et financières, mais avec la condition d'une gouvernance, j'ai oublié le terme important, d'une gouvernance locale. Donc, fort de ces volontés-là d'investir dans les énergies renouvelables, donc de se dire l'hypothèse, c'est que mon projet doit être rentable pour que je puisse investir dans d'autres projets par la suite, de production d'énergie renouvelable ou de maîtrise de la demande en énergie. Et moi, en interne, je n'ai pas les compétences techniques et je ne veux pas forcément développer ces compétences-là en interne. Donc, je souhaite pouvoir organiser un partenariat avec une entreprise de développement. Donc comment ça s'est fait? Et le projet est toujours en cours de montage. Donc il y a eu un soutien fort de la communauté de communes Lac-et-Gorges du Verdon, avec une présence d'un animateur pour appuyer la commune. La communauté de communes a aussi adhéré au réseau énergie partagée. Donc derrière, c'est aussi un réseau national où on peut poser ses questions, avoir à disposition aussi des documents plutôt confidentiels, l'organisation aussi de formation. En plus de cela, donc le maire de Moissac-Bellevue et l'animateur de la communauté de communes Lac-et-Gorges du Verdon se sont formés sur le co-développement, donc la rédaction d'un cahier des charges, comment aussi sélectionner l'entreprise de développement. Voilà, donc c'est important aussi pour pouvoir assurer cette maîtrise locale, il faut un temps de formation. Ça, c'est un des enseignements aussi que on peut partager, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les collectivités, élus, agents territoriaux prennent le temps de pouvoir se former pour pouvoir avoir une vision globale des enjeux et de continuer à avoir la maîtrise du projet. Parallèlement à ça, il y a eu une réunion publique pour mobiliser les citoyens à participer au projet. Énergie partagée a appuyé la rédaction du cahier des charges qui mentionnait une particularité importante qui est donc d'exiger une gouvernance locale et une participation financière des acteurs locaux. Et donc il y a eu un lancement, le lancement de l'appel à candidature. Donc 10 entreprises ont répondu à cet appel à candidature et parmi ces 10, 9 ont bien pris en compte cette exigence de gouvernance locale et de participation financière des acteurs locaux. Donc depuis, il y a eu l'entreprise qui a été sélectionnée et le travail continue pour un partenariat avec une gouvernance locale. Voilà 2 exemples par rapport donc aux 2 types d'implications que les collectivités peuvent avoir, c'est-à-dire soutenir sans forcément dépenser et contribuer en subventionnant et en même temps en mettant du temps d'agents territoriaux, d'élus dans la formation. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou je continue? Bon, allez, j'enchaîne. Je pense que vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des types d'implications. Donc la collectivité peut investir. Donc là, c'est une participation directement dans le capital de la société de projet. Donc comme je vous disais au début de mon intervention, on est donc les collectivités territoriales ont la possibilité de pouvoir participer dans une société d'économie mixte, donc depuis longtemps maintenant, et c'est la société d'économie mixte qui va être porteur de projet ou qui va investir dans une société dédiée à la production d'énergie renouvelable. La possibilité pour une collectivité d'investir directement dans une SIC maximum à hauteur de 50%. Donc, je mentionnais la loi de l'économie sociale et solidaire qui permet ça en 2015. Et puis, donc, la nouveauté avec la loi de transition énergétique, c'est que maintenant, la collectivité peut investir directement dans la société, dans une société par action simplifiée. Donc, il faut savoir que c'est une dérogation au code des collectivités territoriales. Donc, à partir du moment où la collectivité donc investit dans une société à but lucratif, si l'activité principale est la production d'énergie renouvelable, avec la condition que l'activité de production
doit se faire sur le territoire de la collectivité ou à proximité de son territoire, de manière à répondre à son approvisionnement énergétique. Alors là, c'est quand même un peu un flou, vous verrez, on en parle dans le guide. C'est que c'est compliqué pour toutes les filières de pouvoir répondre à cet objectif d'approvisionnement énergétique, sauf pour les réseaux de chaleur. Donc la notion de proximité est très arbitraire. Donc sur ça, voilà, ça fait partie des points de vigilance dont je mentionnais en disant, voilà, investir dans une société par action, c'est important, c'est un biais supplémentaire pour pouvoir valoriser l'action de la collectivité. Par contre, attention, c'est moins encadré, donc il faut être d'autant plus vigilant. La participation des collectivités peut se faire financièrement, donc à travers la souscription d'actions au capital, la souscription à une augmentation de capital avec une prime d'émission et l'apport en compte courant d'associés. Dernier point, pardon, c'est la souscription d'obligations convertibles en titres de capital. Alors là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je vous renvoie vraiment au guide qui, pour chaque type de participation financière, développe un peu ce qu'on entend derrière la souscription d'actions au capital. Donc à chaque fois, dans tous les cas, il faut une délibération avec le montant de souscription, ça c'est la base. Et en fonction après de la collectivité et si elle souhaite rester longtemps dans le capital ou pas, ou avoir de la liquidité rapidement, elle va plutôt choisir de souscrire des actions au capital ou plutôt de souscrire des obligations convertibles en titres de capital. Voilà, donc je disais au tout départ, il faut s'interroger et se poser les bonnes questions. Ça fait partie des questions aussi à se poser au sein de la collectivité. Donc, on a plusieurs exemples. La métropole de Grenoble, donc un projet qui s'appelle Solaire d'ici, qui a été initié par Enercop Rhône-Alpes, qui a le projet de pouvoir donc installer des panneaux photovoltaïques sur plus de 100 toitures et qui avance étape par étape par l'eau. Donc là, quelle implication de la métropole? On voit bien, et c'est vraiment le cas pour la plupart des collectivités, c'est qu'une collectivité va pas juste investir. Et là, on le voit avec le cas de la métropole, la métropole a commencé par financer l'étude de faisabilité, donc qu'a réalisé Enercop Rhône-Alpes, dans le cadre de sa mission économie sociale et solidaire. Là encore, c'est très intéressant, c'est que dès lors, si on n'a pas forcément le budget nécessaire sur la partie investissement ou énergie renouvelable, on peut solliciter aussi d'autres enveloppes. Donc là, en l'occurrence, c'est économie sociale et solidaire parce que c'est aussi l'intérêt des projets, de la démarche participative et citoyenne dans les énergies renouvelables, c'est qu'on est vraiment au croisement entre le développement des énergies renouvelables et le développement économique et le développement coopératif aussi. Donc ça, c'est important de le souligner. La métropole de Grenoble, mais aussi avec d'autres communes, a investi 20 000 euros qui représentent un tiers du capital de départ. Il y aura une augmentation de capital au fur et à mesure de l'avancement des lots. Et la métropole, là en l'occurrence, fait partie du collège fondateur, puisqu'ils ont été là dès le départ. Ils ont aussi financé l'étude de faisabilité. Donc le collège fondateur représente 30% des voix. On voit que en fonction des projets, il y a des collectivités qui vont avoir leur collège, voilà. Et après, je peux prendre aussi un autre exemple dont je mentionne pas ici, c'est la SIC Val d'Eyrieux, donc là une centrale villageoise. Donc là, on est sur le format SIC qui a investi 34%, qui a 34% du capital, mais qui n'a pas souhaité avoir une voix, une part dans la gouvernance très importante, qui a voulu laisser la gouvernance plutôt aux habitants, et donc ils ont 4% de voix. Donc on peut avoir voilà, vraiment différents modèles. Alors, est-ce que la mission ESS fait partie du budget de la métropole ou c'est un budget régional État? Alors, je crois, mais je pourrais confirmer ma réponse, Jean-Baptiste, c'est que ça fait partie de la mission ESS de la métropole.
Voilà, un autre cas, donc on passe de la métropole à une société d'économie mixte. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la société d'économie mixte Cergy, qui est basée à Poitiers, qui au tout départ avait qui représente plus de 200 communes hein, sur le territoire de la Haute-Vienne, qui au départ donc avait un périmètre départemental, régional, et qui maintenant qui investit dans d'autres sociétés d'économie mixte au national. Donc là, c'est très intéressant avec la SEM-Cergy, c'est que bon, déjà on est dans un il y a une assise territoriale puisque la SEM-Cergy est une filiale d'Énergie Vienne, qui représente, comme je disais, plus de 200 communes. Mais ils ont voulu aller plus loin et c'était aussi une demande des habitants de pouvoir contribuer au financement des projets de production d'énergie renouvelable qui étaient portés par la SEM-Cergy. Donc ils ont expérimenté plusieurs outils de financement participatif. D'abord un dépôt à terme avec le Crédit Agricole, où là c'était la grande surprise, ils ne pensaient pas autant mobiliser en aussi peu de temps surtout, puisqu'ils ont mobilisé 1 million d'euros en 15 jours. Donc le dépôt à terme, ils proposent aux clients du Crédit Agricole de pouvoir placer une partie de leur épargne via ce dépôt à terme-là. Donc c'était entre le plafond, je crois que c'était 7 500 euros, et on est sur du financement, entre 2 à 7 ans, et à 7 ans, au bout de 7 ans, ils reprenaient leur gain, je dirais. Donc ça a très bien marché avec un taux de rémunération entre 2 et 2,5%. La SEM-Cergy a aussi expérimenté avec un financement avec la plateforme Lumo, qui sert à couvrir une partie de la dette bancaire par du financement et des obligations qui sont achetées par des citoyens. Donc là, ça a été aussi une belle réussite puisqu'ils ont réussi à collecter 300 000 euros auprès de 300 personnes. Donc là, on est bien sur une participation des habitants en lien avec une société d'économie mixte dont le capital, la majorité du capital, ce sont des acteurs publics, mais il n'y a pas de participation avec la gouvernance. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure quand on parlait des énergies renouvelables citoyennes et participatives. Là, c'est vraiment la participation de l'épargne locale pour remplacer une partie de la dette bancaire, et c'est vraiment un premier niveau aussi d'implication des citoyens dans un projet sans forcément participer à la gouvernance. Et ensuite, une troisième expérimentation qui est en cours, donc avec énergie partagée investissement, avec le projet, un projet éolien de la Chapelle-Montreuil, où 80% du capital appartient à Cergy et 20% appartient à énergie partagée investissement. Et énergie partagée investissement propose aux habitants et à tous ceux qui le souhaitent d'investir et donc de prendre des actions. Donc c'est la différence avec l'UMO ou les obligations de l'UMO ou le dépôt à terme du Crédit Agricole, c'est que là, les habitants achètent des actions énergie partagée et donc ont une participation plus significative à la gouvernance à travers énergie partagée investissement. Voilà, on passe donc au quatrième type d'implication où là, les collectivités portent une politique incitatrice. On va avoir deux niveaux, le niveau régional et le niveau, l'expérience d'un syndicat. Le CIB 05, qui est situé dans les Hautes-Alpes, qui représente 155 communes et qui depuis peu a eu une nouvelle compétence en devenant l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité sur le département. Pour le CIB, ça a été vraiment une occasion de reposer les objectifs qu'il se donnait, et en plus de cette nouvelle compétence-là, de pouvoir aller plus loin et d'être un des investisseurs de la transition énergétique sur son territoire. C'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir aller plus loin et de pouvoir
démontrer aux habitants qu'il y a une légitimité du CIM 05. Ça a été vraiment beaucoup porté par le président et le vice-président du syndicat. Donc il y a eu une délibération l'année dernière, je crois que c'était plutôt 2015, qui donne la possibilité au CIM 05 d'intervenir au capital des SIC et des SAS dans les Hautes-Alpes, hein, donc les projets donc portés par des citoyens, des acteurs locaux dans les Hautes-Alpes, à hauteur de 30% du capital. Donc pour le moment, ça a été, il y a eu 2 prises de participation. Donc dans le projet Energuil et le projet d'énergie citoyenne. Voilà, donc c'est un premier dispositif, ils le voient en tout cas comme un premier dispositif. Derrière, ils veulent aller plus loin, donc continuer bien sûr à multiplier ce type de prise de participation, mais c'est aussi de pouvoir donner la possibilité aux habitants d'investir aussi dans des projets dans lesquels le CIM serait porteur de projet. Donc c'est, je dirais, réciproque dans un second temps, dès lors que le CIM va par exemple investir dans des réseaux de chaleur. Voilà, un deuxième exemple qui a fait déjà, je dirais, des petits dans d'autres régions. Donc la région Occitanie, donc anciennement la partie Languedoc-Roussillon, qui depuis 2014 a lancé déjà 3 appels à projets pour sélectionner des initiatives citoyennes dans toutes les filières. Donc là, il y a vraiment, je dirais, un positionnement politique très fort en tant que région, de dire que à notre niveau, d'une part, on veut être la première région à territoire à énergie positive d'ici 2050. D'autre part, on sait qu'à notre niveau, on peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et au développement de la transition énergétique sur notre territoire. Et ils ont mis en place donc un premier appel à projet en 2014, puis en 2016, puis en 2017, là actuellement, il est en cours, il va bientôt se terminer, pour pouvoir sélectionner des initiatives citoyennes qui sont dans une démarche de développement des énergies renouvelables avec une maîtrise locale. Et les lauréats peuvent bénéficier donc de services qui sont vraiment adaptés aux besoins qu'ont les porteurs de projets locaux. Donc en l'occurrence, un accompagnement par le réseau Éclair. Je parlais des réseaux régionaux d'énergie citoyenne, donc le réseau énergie citoyenne en Languedoc-Roussillon, Éclair, est l'un de ces réseaux-là, qui est là pour pouvoir appuyer la structuration juridique, organiser les formations auprès des porteurs de projets, travailler autour de la montée en compétences des porteurs de projets, l'échange d'expériences, etc. Donc ça le réseau Éclair doit mettre ses compétences pour les lauréats. C'est aussi la mise en place d'une avance remboursable de la région auprès des initiatives citoyennes qui ont ce besoin-là. Et puis la prime à la participation citoyenne. Donc là, pardon, c'est pas une étoile, mais c'est bien 1 euro financé par la région pour 1 euro citoyen investi à hauteur de 500 000 euros. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi comment on va inciter les porteurs de projets à organiser la mobilisation de l'épargne citoyenne, eh bien, par de l'incitation aussi financière et en même temps de la prise de participation directement dans le capital de la région. Voilà, donc ce type d'appel à projet existe maintenant aussi en Nouvelle-Aquitaine avec ce principe d'1 euro citoyen, 1 euro région. Et sans faire exprès, donc je réponds aussi à ta question, Jean-Baptiste. Donc à ma connaissance, il y a la région Nouvelle-Aquitaine. Après, voilà, je sais qu'il y a d'autres régions qui pensent à s'inspirer de cette expérience-là. Donc, en conclusion, très brièvement, les clés de la réussite des projets portés collectivement et notamment par les collectivités territoriales. Clairement, il faut quand même une assise et je dirais une volonté des élus de pouvoir organiser et inciter au développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Je pense que c'est la base. Après, on a d'autres exemples de projets qui ont été portés par des citoyens
et qui, en fin de compte, n'ont pas reçu dès le départ un soutien de leur collectivité. Donc, ils ont fait sans, parce que la collectivité avait besoin aussi de voir comment ça se passait. Ils avaient aussi cette crainte de trop de participation de leurs habitants. Derrière, il y a eu une première réussite sans le soutien, et depuis, il y a eu un soutien de la collectivité, de l'ADEME. Voilà, donc on voit bien aussi que ça peut être, je dirais, a posteriori. L'adhésion des citoyens est fondamentale, et c'est aussi un effet de levier très important. En plus aussi d'avoir un effet sur le calendrier électoral, je dirais, voilà, ça dépend du calendrier électoral, mais ça peut être aussi, en tout cas, une raison qui mobilise certains élus. Ça a un effet levier très important dès lors que l'épargne locale reste sur le territoire notamment. La transparence, le dialogue et la concertation sont des valeurs clés. Bon, ça, je pense que derrière, c'est aussi un projet qui est dont les habitants, les collectivités, les entreprises locales s'approprient. C'est vraiment un projet qui a trouvé ses valeurs et qui arrive à bien les diffuser. Et de là, la mobilisation locale en sera aussi facilitée. La gouvernance du projet doit rester entre les mains d'acteurs locaux. Donc ça, c'est tout l'intérêt de nos propos. Un enjeu très fort aussi, et on a eu un webinaire sur ce sujet-là, si ça vous intéresse, c'est de sécuriser la ressource foncière, où on voit bien les collectivités ou aussi pas mal d'agriculteurs ont cette ressource foncière. Et souvent sont désappropriés de cette ressource foncière, et c'est vraiment important de la maîtriser et de la sécuriser surtout. Donc ça, c'est voilà, si vous voulez en savoir plus sur notre chaîne Vimeo, vous pouvez retrouver le webinaire dédié à cette question-là. C'est important d'organiser le partenariat avec une entreprise professionnelle et d'avoir des garanties techniques, et de pouvoir intégrer le développement des énergies renouvelables dans une planification globale du territoire. Et ça, c'est la collectivité qui peut le faire. Et effectivement, merci, énergie éclair, énergie citoyenne, ne s'appelle plus énergie citoyenne en Languedoc-Roussillon, mais énergie citoyenne locale et renouvelable, effectivement. Voilà pour mes propos. Bon, c'était 1 heure de présentation. Est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement, de compréhension par rapport à des projets en particulier? Alors, en attendant que la question arrive, sur le guide, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargé ou pas, vous allez pouvoir avoir, on a une quinzaine d'expériences concrètes qui va de la commune rurale jusqu'à la région. Donc là, c'est vrai, ça a été vraiment une sélection de quelques expériences. Existe-t-il un réseau de collectivités territoriales qui échangent leur expérience sur ce sujet des projets ENR participatifs? Alors, il y a l'association Amorce. Donc, je vais vous écrire Amorce, qui est un réseau national, hein, comme nous, dont les 3/4 sont les 3/4 des membres, ce sont des collectivités territoriales, et qui sont vraiment là pour accompagner les collectivités sur tous les sujets autour de la transition énergétique. Donc ça, il y a la gestion des déchets, mais aussi le développement des énergies renouvelables. Ils ont mis en place des clubs par filière aussi. Par exemple, il y a le club éolien pour pouvoir se former. Et il y a effectivement le réseau TEPOS du Clair, et donc qui a aussi contribué au guide. Hein. Le guide, quand je parlais du réseau énergie partagée, a été aussi, il y a eu une contribution bien sûr d'Amorce et du réseau TEPOS du Clair, qui sont nos partenaires, je dirais, naturels sur ces questions de collectivité et d'énergie renouvelable. Voilà, donc après, il y a aussi le CNFPT qui organise des formations
Cette année, on a travaillé sur un premier partenariat avec le CNFPT pour pouvoir former les agents territoriaux au montage de projets, sur la structuration juridique, sur la structuration financière des projets. Donc, n'hésitez pas aussi en tant qu'agent territorial à pouvoir bien voir le programme de formation du CNFPT. On est sur des formations de 3 jours avec des cas pratiques. Et des temps, bien sûr, voilà, collectifs, de participation. Effectivement, ok, je note, la direction régionale Centre-Val de Loire de l'ADEME possède un réseau des animateurs des PSAET. Il y a sans doute des témoignages à récupérer dans ce réseau-là, d'autant plus qu'Énergie Partagée a un animateur en région centre qui a vraiment pour objectif de développer les énergies renouvelables citoyennes et participatives sur le territoire. Il s'appelle Sylvain Guinberto, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas je lui en ferai part. Donc peut-être ça me permet de préciser aussi mes propos par rapport aux réseaux régionaux. Je vous ai parlé des réseaux régionaux d'énergie citoyenne. Ce sont des réseaux spécialisés dans l'accompagnement des collectivités et des habitants dans le développement des énergies renouvelables. Donc surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Il y en a 9 actuellement en Bretagne, en Pays de la Loire, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Rhône-Alpes, en Île-de-France, en région centre. Il y en a qui sont en train aussi de se constituer. Il y a dans le Grand Est, enfin Bourgogne-Franche-Comté exactement. Donc il y a voilà, de plus en plus en fait de structures qui portent ce développement des énergies renouvelables et qui essayent de valoriser les compétences qu'il y a sur le territoire. Voilà, donc pour celles et ceux qui vont peut-être participer aux rencontres TEPOS la semaine prochaine, on va avoir 2 sessions de formation sur justement, à partir du guide, une formation sur comment s'impliquer en tant que collectivité dans un projet d'énergie renouvelable. Donc on ira beaucoup plus dans le détail de ce que je viens de vous présenter, puisque à chaque fois c'est des sessions de 3 heures, donc c'est une introduction augmentée. Et n'hésitez pas aussi à aller voir de temps en temps notre page formation, puisqu'on organise des formations soit dans le cadre du CNFPT ou sinon des formations avec d'autres acteurs, pas forcément que des adjoints territoriaux. Et c'est très intéressant parce que justement, vous pouvez rencontrer des acteurs agricoles, des habitants, des entreprises locales qui souhaitent se former. Et c'est aussi tout l'enjeu de ces formations, c'est de pouvoir échanger avec d'autres acteurs. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Ce webinaire a été enregistré. On va le mettre bientôt sur notre chaîne Vimeo. En attendant, n'hésitez pas à nous solliciter. On a voilà, un panel de compétences sur les territoires à travers le réseau Énergie Partagée, à travers Amorce, à travers le réseau TEPOS. Et puis, rendez-vous dans 2 jours, si vous le souhaitez, pour un webinaire dédié à énergie citoyenne pour les nuls, même si vous avez déjà, je pense, beaucoup eu d'informations aujourd'hui. On rentrera beaucoup plus dans le détail du montage de projet. Voilà, par où commencer, par où continuer, quelles compétences solliciter. Et bon bah super, donc un replay ce sera pas de trop, on mettra en tout cas rapidement cet enregistrement en ligne sur notre chaîne Vimeo et n'hésitez pas à aller aussi visionner les autres webinaires, il y en a certains qui donnent la parole aux porteurs de projets, donc c'est toujours mieux aussi de pouvoir regarder nos pairs et d'autres qui traitent de sujets plus précis sur le montage de projets, par exemple